Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Cyr et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à La Barre Haute. J'évolue dans le domaine de l'entraînement depuis près d'une dizaine d'années et j'ai aidé plus d'une centaine de personnes à atteindre leurs objectifs. Que ce soit l'amélioration dans les tests physiques, les performances sportives, la prévention, le renforcement et aussi la transformation physique. Bien que je me considère assez polyvalent, je dirais que facilement 50 à 60% de la clientèle que je supporte désire soit prendre de la masse musculaire ou encore perdre du poids. Avec la clientèle féminine, je constate que lorsque certains désirent perdre du poids, que ce soit entre autres au niveau de la masse graisseuse, en musculation surtout, la plupart ne désirent pas vraiment vouloir avoir trop de muscles en parenthèse. Ça revient à une certaine croyance dans le fond de la musculation, dans lequel faire de la musculation est automatiquement synonyme de bodybuilding. Heureusement, lorsqu'on joue bien ses cartes et qu'on fait appel à un professionnel qui est compétent, qui est attentionné, mais on se constate que la prise de masse musculaire dans un programme d'entraînement peut être un allié qui est très intéressant, même chez les femmes. Pour le podcast d'aujourd'hui, il y aurait 4 points que je vais traiter par rapport à la prise de masse chez les femmes. Le premier point serait entre autres qu'est-ce que l'hypertrophie et quels sont les facteurs qui optimisent la prise de masse. Et aussi le deuxième point au niveau de la génétique ou encore la différence entre les hommes et les femmes. Il y a aussi les pour, donc les utilités à l'hypertrophie ou l'entraînement en prise de masse et les contre à l'entraînement. Et pour terminer, je fais toujours le dernier point par rapport aux applications qu'on peut faire par rapport à la théorie que je vais dire aujourd'hui. Si jamais vous voulez en apprendre davantage au niveau de l'hypertrophie, je vous conseille de consulter l'épisode 9 du podcast dans lequel je traite un petit peu plus en profondeur l'hypertrophie et aussi quels sont les paramètres d'entraînement à considérer. Donc je vais terminer là-dessus et je vous souhaite à tous bonne écoute. C'est maintenant le début du premier point dans lequel je voulais traiter sur qu'est-ce que l'hypertrophie en tant que telle. Comme je l'ai dit à l'introduction, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, j'ai aussi l'épisode 9 dans lequel je traite un petit peu plus en profondeur du sujet, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment par rapport à la clientèle féminine. Donc, l'hypertrophie, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est l'augmentation du volume des fibres musculaires. Donc, c'est un processus à long terme qui s'explique surtout par l'amélioration de l'endurance musculaire, mais aussi de la force musculaire à plus long terme. On parle entre autres aussi d'une augmentation du métabolisme, une solidification des tissus osseux, articulaires, musculaires. Elle permet aussi de créer une fondation qui est solide à long terme pour ainsi maintenir un certain acquis en force musculaire. Normalement, l'hypertrophie, c'est un des processus, donc une des adaptations qui prend le plus de temps à se concrétiser dans le corps humain. Ça prend entre autres 6 à 8 semaines ou moins ou plus, dépendamment de la personne aussi et de son expérience en entraînement. Normalement, en règle générale, on parle en entraînement de 4 à 6 séries de 6 à 10 répétitions, selon un temps de récupération qui est de 60 à 90 secondes. Il y a plusieurs formats qui existent aussi, donc c'est super important de prendre ça en considération quand c'est le temps de faire un programme d'entraînement spécifique. Il faut aussi penser à travailler au moins 2 à 3 fois le même groupe musculaire par semaine pour rester actif puis pour avoir des résultats intéressant. Il faut aussi considérer que la charge d'entraînement est élevée et que le pourcentage de charge à utiliser devrait être aux alentours de 80-85%. Ça, c'est vraiment le principe de base. Donc, si vous voulez travailler plus en force, on descend davantage le nombre de répétitions pour ainsi accroître le pourcentage à l'entraînement ou plutôt le pourcentage de charge à utiliser. Un des trucs à faire, entre autres, pour vraiment connaître le RM à utiliser, donc le pourcentage de charge à utiliser, c'est de faire le test du 1RM. Donc, le but, c'est de prendre une certaine charge, de soulever le plus de fois possible, de prendre quelques minutes de pause et augmenter la charge et répéter le processus le plus de fois possible jusqu'à ce qu'on atteigne en fait le maximum à soulever pour une répétition ou plutôt 3 qui est beaucoup moins à risque également. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'hypertrophie. Il y a différents facteurs aussi à
prendre en considération quand c'est le temps d'optimiser la prise de masse. Donc, ce n'est pas juste un facteur, c'est plusieurs facteurs qui font en sorte que ça fonctionne. Le premier et non le moindre, c'est la consommation équilibrée de protéines et aussi de glucides, qui est vraiment la source d'énergie principale pour pousser de la charge ou encore améliorer ses performances. La quantité minimale de protéines à consommer dans sa journée, c'est entre autres 0,8 g de protéines par kilogramme de poids et ça peut aller jusqu'à 1,2-1,5 g dépendamment de l'objectif. Il faut aussi prendre en considération la synthèse protéique et aussi l'énergie rapide versus glycogène. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous réfère toujours à l'épisode 9. Ensuite, il faut aussi bien établir la routine avec un professionnel qui est compétent dans le domaine. Il y a plusieurs kinésiologues ou plusieurs entraîneurs qui ont différentes branches. Donc, quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine de la prise de masse peut être, ou je dis prise de masse, mais qui peut être aussi par rapport à l'entraînement ou plutôt le gain en force. Ça pourrait être super intéressant pour vous. Il faut aussi prendre en considération l'hydratation, car le corps en a beaucoup de besoins. Pour les femmes, approximativement, on parle de 2 à 3 litres d'eau ou de liquide par jour. Ça peut être recherché au niveau des aliments, mais surtout au niveau de l'eau et des liquides aussi qui ne sont pas à risque de déshydratation, comme l'alcool ou encore les produits plus comme le cola et ainsi de suite. Il faut aussi prendre en considération avoir un bon gain de masse ou un gain de force intéressant. Bien, ça vient aussi avec un sommeil qui est convenable. Donc, en moyenne, 6 à 8 heures par jour par rapport aux adultes en tant que tels. Il faut aussi prendre en considération le taux d'hormones, donc le taux d'hormones de stress, de croissance également, parce que si on parle juste au niveau du cortisol qui est l'hormone de stress, si jamais lui est trop élevé trop longtemps dans la semaine ou dans le mois suivant, mais les autres hormones qui vont servir entre autres à mieux réguler le corps, bien, ils ne seront pas optimales. Donc là, ça vient vraiment un petit peu limiter les chances d'avoir un bon gain de masse. Il y a aussi les anabolisants, mais ce ne sera pas un sujet, puis je ne pense pas faire un épisode à ce sujet-là prochainement. Mais si jamais vous voulez qu'on en parle, qu'on en discute dans un Q&A, dans une question-réponse, ça va me faire plaisir peut-être d'essayer d'étoffer le sujet avec vous. Et un des facteurs qui est vraiment important, c'est le temps. Comme je vous l'avais dit, ça prend du temps pour acquérir une bonne solidification des tissus, une bonne prise de masse. Donc, il faut juste prendre pour acquis que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Ça, c'est ce qui complète, entre autres, la première partie du podcast. Donc, qu'est-ce que l'hypertrophie et quels sont les facteurs? Nous allons enchaîner maintenant vers le point numéro 2, qui est surtout au niveau de la génétique et la différence entre les hommes et les femmes. Concernant le deuxième point, on s'entend que la différence entre les hommes et les femmes peut être parfois flagrante. C'est surtout au niveau des hormones puis de comment le corps fonctionne. On n'ira pas trop en détail non plus parce que je ne suis pas un expert justement du fonctionnement corporel des femmes, mais je vais donner dans le fond quelques faits qui pourraient potentiellement vous intéresser puis aussi comprendre un petit peu en quoi la prise de masse chez les femmes est un petit peu moins grande comparativement aux hommes. Le premier fait est au niveau de la testostérone qui pourrait potentiellement être un des facteurs expliquant la faible prise de masse au niveau des femmes comparativement aux hommes. Juste pour information, pour les hommes, on pourrait considérer que la quantité de testostérone disponible pourrait aller entre 3 à 8 mg par litre, comparativement aux femmes que là, on s'enligne davantage vers du 0,1 à 0,9 mg par litre. Déjà là que la testostérone est un des facteurs pour l'hypertrophie et la prise de masse, on voit quand même qu'au niveau des femmes, c'est un peu plus bas comparativement aux hommes. Également, j'aime bien faire une comparatif de qu'est-ce que contient le corps d'un homme versus une femme. Les informations que je vous donne présentement de l'American Council on Exercise, où ce qu'on peut parler surtout de la composition corporelle qui est saine. Donc, au niveau des hommes, on parle de 45% des muscles qui sont constitués dans le corps, 3% de graisse essentielle. On parle entre autres de 12% de graisse de stockage, 15% de masse osseuse et le 25% restant serait considéré comme étant autre. Au niveau des femmes, au niveau du muscle, on parle de 36% que le corps compose, 12% au niveau des graisses essentielles, 15% des graisses de stockage, 12% de masse osseuse et 25% qui serait considéré autre. La différence aussi qu'on pourrait constater par rapport aux hommes et aux femmes, surtout au niveau des hommes, c'est que les articulations comportent des leviers qui sont plus longs, donc qui nous permettent entre autres de produire beaucoup plus de force. Et, avantage au niveau des femmes, c'est que les femmes ont une plus grande résistance à la fatigue. Il y a aussi d'autres aspects à prendre en considération
par rapport aux hommes et aux femmes, on parle entre autres des biais sociaux. Qu'est-ce que je veux dire par biais sociaux? C'est surtout tout ce qui englobe en fait les stéréotypes au niveau social, autant chez les hommes que chez les femmes. Ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi on veut moins aller vers la prise de masse, moins aller, mettons, sur le gain en force. C'est surtout au niveau du type de travail. Donc, étant donné que on considère peut-être que les femmes ont moins de place, disons, en lien avec des carrières plus manuelles, donc plus physiques. Mais là, on se rend compte que l'exposition à la force est beaucoup plus faible également. Ce pourrait être intéressant par rapport à faire une comparaison à ce niveau-là et aussi au niveau de certains stéréotypes comme quoi l'homme est protecteur, on est beaucoup plus musclé, beaucoup plus fort. Donc là, ça pourrait jouer potentiellement dans la tête des gens aussi, ce qui pourrait expliquer pourquoi on considère que certains types d'entraînement ne conviennent moins aux hommes ou conviennent moins plutôt aux femmes. Mais ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est qu'au niveau de l'entraînabilité, ce que je veux dire par entraînabilité, c'est l'aptitude que possède l'organisme d'une personne à répondre à un programme d'entraînement donné, est essentiellement les mêmes autant au niveau des hommes que les femmes. Donc, la gain de force pourrait être similaire. Bien sûr, ce serait à investiguer à ce niveau-là. Donc, on n'irait pas plus en détail, mais je trouve quand même intéressant de le mentionner comme quoi, au final, les hommes et les femmes se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est avec cela qu'on clôture le point numéro 2 puis qu'on enchaîne vers le point numéro 3 qui est en fait les pour et les contre pour l'entraînement en hypertrophie ou prise de masse chez les femmes. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à cela. Ce n'est pas une obligation non plus de faire ce type d'entraînement-là. C'est juste pour expliquer dans le fond que l'entraînement en hypertrophie ou la prise de masse peut être un outil intéressant peu importe l'objectif qu'on s'est fixé, en autant que c'est bien utilisé et que ça reste quand même spécifique à l'objectif. De manière générale, si on avait à énumérer les points pour ou encore les utilités par rapport à l'hypertrophie, le premier point qu'on aurait à énumérer serait surtout au niveau de l'augmentation du métabolisme. Ce que je veux expliquer par l'augmentation du métabolisme, c'est que dans le fond, le corps a un métabolisme de base, puis ce métabolisme-là peut être amélioré ou réduit par rapport à nos habitudes ou encore en fonction de notre forme physique. Quand on entraîne notre corps, justement, qu'on augmente sa masse musculaire, mais on vient avoir une meilleure augmentation du métabolisme, donc ainsi incorporer une plus grande dépense énergétique à long terme ou encore une meilleure redistribution des lipides, des glucides et des protéines pour que le corps fonctionne à son maximum. Donc déjà là, ça devient super intéressant si on recherche entre autres une certaine perte de poids au niveau de la masse graisseuse. Il y a aussi une amélioration par rapport au risque de maladies chroniques. Donc, en général, l'exercice, que ce soit cardio, que ce soit musculaire, que ce soit du yoga, ça nous permet entre autres de limiter les risques d'avoir une maladie chronique, que ce soit au niveau diabète, au niveau cardiovasculaire et ainsi de suite. Donc, ça peut être un outil intéressant. Puis encore là, bien sûr, que ce soit entraînement en prise de masse, que ce soit en entraînement, peu importe, en cardiovasculaire, natation, mais ça vient beaucoup aider à ce niveau-là. Par contre, ce qui peut être intéressant, ce qu'on sait, c'est qu'en tant que femme, ben, on vit certaines étapes de notre vie plus on vieillit, entre autres au niveau de la ménopause, une étape qui est super importante au niveau peut-être de la densité osseuse, au niveau énergétique également, au niveau hormonal. Donc, j'ai mentionné rapidement la densité osseuse parce que l'entraînement musculaire, ça a été démontré que ça a beaucoup plus d'effets bénéfiques pour l'amélioration de la densité osseuse, contrairement au calcium. Je ne dis pas que le calcium, on doit l'enlever de notre vie. Au contraire, c'est très bon pour la contraction musculaire, mais aussi pour la densité osseuse. C'est juste pour signifier que si on combine les deux facettes, soit l'alimentation riche en calcium et l'entraînement musculaire, mais ça vient encore plus améliorer notre densité osseuse et c'est très bénéfique pour les risques d'ostéoporose. Et en général aussi, un des points pour, comme j'avais sûrement énuméré plus tôt, c'est l'amélioration des structures du corps, donc des tissus mous, donc une meilleure solidification en tant que telle. Maintenant, c'est sûr qu'il y a les points pour, mais aussi les points contre si jamais on consacre notre objectif vraiment sur la prise de masse. Le premier point, et ça c'est aussi un point qui est valable dépendamment du niveau d'exercice qu'on est, mais c'est que l'entraînement, ou que ce soit prise de masse ou que ce soit vraiment à haute intensité, mais ça demande un plus grand apport calorique, donc ça demande effectivement qu'on se nourrit davantage. Donc c'est sûr que c'est un point contre, mais en même temps, c'est quand même important de le souligner aussi. Donc c'est pas nécessairement un point contre, donc il ne faut pas
nécessairement voir ça comme une difficulté en soi. Il faut juste bien se préparer, puis ça fonctionne quand même super bien aussi dans ce temps-là, donc planifier ses repas et ainsi de suite. Ça demande aussi une plus grande rigueur sur le long terme, étant donné que l'entraînement en prise de masse, mais ça prend un plus grand délai d'adaptation comparativement à l'adaptation neurale ou mécanique que je n'ai pas trop expliqué aujourd'hui. Ce n'est pas le but également. Et pour terminer, ça nécessite bien sûr un bon volume et une bonne intensité d'entraînement. Donc, c'est sûr que si on ne fait pas appel à un professionnel qui est qualifié ou que notre programme ne nous convient pas, c'est sûr que les risques reliés aux blessures est beaucoup plus élevés. Donc, ça, c'est à prendre en considération. C'est ce qui complète la troisième partie concernant les points pour et les points contre en entraînement en prise de masse chez les femmes, mais on s'entend quand même qu'il y a d'autres points aussi à considérer. Simplement que j'essaie de faire ça le plus synthétisé possible pour qu'on prenne vraiment l'intérêt de faire l'entraînement en prise de masse en tant que tel. Nous sommes maintenant rendus au dernier point où je vais tenter d'expliquer l'intérêt au niveau pratique de comment on pourrait appliquer les informations que j'ai énumérées plus tôt. Le truc le plus important que j'aimerais mentionner avant de continuer, c'est surtout d'essayer, quand on vient rencontrer une personne, essayer de démystifier aussi le mythe par rapport auquel on vient augmenter drastiquement la masse musculaire aussitôt qu'on fait un entraînement musculaire ou plutôt un entraînement typique prise de masse. Également, ce n'est pas la seule option pour atteindre ses objectifs. Ça reste quand même une option qui est complémentaire à ce qu'on fait déjà. Puis en même temps, ça permet de créer un peu plus de variété à l'entraînement ou en fonction des activités physiques que l'on fait. Donc, au niveau de l'application, je vais faire une petite mise en situation. C'est que je suis une femme d'une quarantaine d'années, je suis travailleuse de bureau aussi, je suis quand même modérément active, je m'entraîne ou plutôt je bouge 2 à 3 fois semaine, je fais des cours de groupe, peu importe du Zumba yoga, etc. Je fais de l'entraînement en course à pied aussi, j'aime beaucoup ça, mais j'aimerais ça aller chercher un petit truc pour aller à 4 fois semaine, puis j'aimerais en même temps perdre du poids. Donc je suis pas vraiment fermé à la musculation, puis ça en même temps c'est intéressant parce que si jamais tu es fermé à la musculation, tu veux faire autre chose qui t'intéresse un petit peu plus, mais c'est sûr que l'option que je vais te donner, en fonction des informations que j'ai données au podcast, ça ne servira à rien. Donc, il faut vraiment essayer d'attirer un petit peu plus l'intérêt de la personne à ce niveau-là. Donc, moi, je vais maintenir mes activités en ce moment. Donc, moi, ce que je pourrais proposer en tant que tel, c'est que si je vais augmenter à 4 fois semaine mes séances d'exercice, puis que je veux maintenir les activités que je fais, mais je n'irai pas plus que 2 fois semaine au niveau de l'entraînement en musculation ou en tant que telle prise de masse, mais ça reste quand même qu'au tu fais de la musculation, tu as une certaine prise de masse quand même, étant donné que tu travailles ton muscle de façon répétée. 2 fois semaine, je vais préconiser davantage l'entraînement qui est tout le corps, donc qu'on dit entre parenthèses qui est full body. L'intérêt derrière, c'est surtout de qu'il y a moins de volume pour le même groupe musculaire, puis vu que je veux travailler au moins 2 fois ou à 2 reprises le même groupe musculaire, mais je suis quand même gagnant et c'est moins risqué au final à ce niveau-là. Donc, je ne veux pas non plus nécessairement faire des entraînements musculaires 2 fois de suite. Je vais les incorporer à peu près peut-être au début de semaine versus vers la fin de la semaine. Puis ce qui est intéressant, c'est que je vais créer une exposition à la force aussi. Comme j'avais mentionné tout à l'heure, un des facteurs peut-être qui fait en sorte qu'on constate que les femmes sont moins portées à la musculation, c'est surtout parce qu'au niveau des tâches qu'on effectue, on est moins exposé. Donc là, moi, je crée une exposition, ce qui peut être intéressant, entre autres, pour la solidification des tissus, amélioration du métabolisme de base, amélioration aussi de la confiance en soi, étant donné que l'entraînement musculation, ça peut apporter aussi une certaine confiance. Donc, on peut se sentir un petit peu plus autonome, un petit peu plus efficace aussi dans certaines tâches. Puis en même temps, étant donné que je vais varier un petit peu entraînement course à pied ou les autres activités avec l'entraînement en musculation, je crée plus de variété. Donc, ça peut être intéressant, entre autres, pour la motivation, puis retarder un petit peu plus l'effet de monotonie. Donc, se tanner dans un certain laps de temps. Ça avait quand même intéressant à ce niveau-là, étant donné que, comme je l'avais déjà expliqué, l'entraînement en prise de masse, qui est un outil pour certaines choses, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour la force, que ce soit simplement pour la solidification de la densité osseuse et ainsi de suite, vu que ça prend un certain laps de temps pour vraiment avoir des effets concrets, ou plutôt qui sont significatifs, en variant avec d'autres types d'exercices, mais ça va juste me permettre d'être plus patient aussi, tout en allant chercher d'autres outils, plutôt d'autres corps dans mon arc. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est toujours faire le parallèle avec le corps d'un homme versus une femme. Donc, il ne faut pas non plus nécessairement s'attendre à avoir le même corps qu'un homme, même si le niveau d'entraînabilité, donc la capacité de progression d'une capacité physique est potentiellement la même.
bien qu'on n'a pas nécessairement la même quantité de muscles dans le corps. Puis en même temps, ça me fait penser que si on veut maximiser l'efficacité de l'entraînement en musculation, il faut toujours prendre en compte aussi l'alimentation. Donc, on peut en discuter un petit peu, voir ce que tu consommes assez de protéines, as-tu assez d'énergie dans ta journée pour être capable d'endurer cette charge d'entraînement-là. Est-ce que tu dors bien également? Tu te sens-tu stressé? Ça se peut arriver que si quelqu'un est de plus en plus stressé, mais que là, le reste des hormones qui agissent ou le reste plutôt des signaux corporels qui agissent sont peut-être moins efficaces. Donc, peut-être qu'on pourrait potentiellement axer sur peut-être des techniques de relaxation ou encore peut-être référer à des personnes beaucoup plus compétentes. Donc, ce qui peut être intéressant aussi pour aller chercher d'autres services, pas juste nécessairement le service peut-être seulement de programme d'entraînement. Puis comme j'avais déjà expliqué, étant donné qu'on augmente le métabolisme de base, mais on augmente la dépense calorique aussi, tout en évitant de faire le même type d'exercice, donc les risques de blessure sont beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est quand même un outil parmi tant d'autres, comme je vous l'avais expliqué. Ce n'est pas l'outil optimal, mais c'est juste pour expliquer que parfois, avoir des préjugés sur l'entraînement musculation, des fois, ça peut nuire au fait, dans le fond, d'utiliser peut-être un outil qui pourrait potentiellement nous servir à vraiment atteindre nos objectifs. Donc, c'est un petit message comme ça. C'est important de rester ouvert aussi à la suggestion des professionnels. Ce n'est pas la seule suggestion, comme je l'avais déjà dit. Il y en a plusieurs, mais n'empêche que dépendamment de ton objectif, dépendamment de ton temps, dépendamment de ton environnement, puis de plein d'autres choses, mais ça peut être soit bon, soit moins bon. Il faut juste s'assurer d'appuyer sur le bon bouton. C'est en faisant des essais et des erreurs qu'on constate que là, le programme est beaucoup plus adapté, beaucoup plus spécifique, et ce qui fait en sorte qu'on apprécie davantage les exercices proposés. Donc, toutes les informations que je vous ai dites aujourd'hui se veut surtout un condensé de ce que l'entraînement en hypertrophie pourrait apporter potentiellement chez tout type de clientèle, mais je voulais surtout essayer de démystifier un petit peu le principe d'entraînement à musculation chez les femmes. Donc, si j'avais vraiment à donner quelques phrases pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de rester ouvert à la suggestion, de vraiment aller chercher le plus d'informations, le plus d'outils qui pourraient vraiment potentiellement nous aider à atteindre nos objectifs. C'est important quand même de les prendre en considération. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, puis je suis toujours disponible à discuter avec vous. Si vous voulez prendre quelques minutes pour discuter de ce sujet-là en particulier ou d'autres sujets, vous pouvez toujours me contacter par courriel, qui sont disponibles aussi dans mes pages dans les réseaux sociaux. Merci à tous et j'espère vous voir bientôt pour un prochain épisode. C'était Mickaël à la barre haute. Bonne journée, bonsoir, bye!